Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Sacha Ollier. Bonjour. Bonjour. Le projet de loi immigration a donc été adopté hier par la commission des lois que vous présidez à l'Assemblée nationale, en revenant quand même sur les mesures les plus dures introduites par le Sénat. Alors comment désormais envisagez-vous le débat dans l'hémicycle, où le texte va être débattu à partir du 11 décembre? Une majorité autour de ce projet de loi Darmanin est-elle à portée de main, sans passer par le 49.3? Et puis quid du débat et du contexte politique? Comment le gouvernement et la majorité entendent insuffler un nouvel élan éventuellement au pays? Mais pour commencer, Sacha Ollier, ces manifestations de l'ultra-droite qui se succèdent à Paris et en province suite à l'assassinat du jeune Thomas à Crépol avec des saluts nazis devant le Panthéon. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et est-ce que, comme Gérald Darmanin, vous êtes scandalisé par cette manifestation parisienne de vendredi soir? Ça m'inspire tout simplement du dégoût. D'abord, ça montre que le ministre de l'Intérieur et que le préfet de police, sur instruction du ministre de l'Intérieur, avait raison de l'interdire. Oui, justement, j'allais vous poser cette question. Que la justice, qui a annulé cette interdiction, eh bien, finalement a eu tort de le faire, puisque s'il n'y a pas eu de violence, à proprement parler, les violences, elles sont au moins morales, elles sont psychologiques, et que les troubles à l'ordre public que constituent ces incitations à la haine, ces saluts nazis, des propos qui sont proprement racistes, révisionnistes, xénophobes, il n'était pas non plus surprenant qu'ils interviennent. On a vu la manifestation de Romans-sur-Isère, on a vu la manifestation de Lyon, il était assez évident que la manifestation parisienne y ressemblerait. Alors justement, cette interdiction de la manifestation demandée, réclamée par le ministre de l'Intérieur, annulée par le tribunal administratif, il a commis une faute? En tout cas, il s'est trompé dans l'appréciation, ça c'est sûr et certain, puisqu'il a commis une erreur d'appréciation, et l'appréciation portée par le ministre de l'Intérieur était la bonne. Alors, l'ultra-droite, Sacha Ollier, un danger, une menace pour la France et la démocratie? C'est évidemment une menace, c'est la plus grave menace. Vous savez qu'on a eu des études... Plus grave menace que l'extrême gauche, hein? On parlera tout à l'heure de LFI. Matériellement, c'est la plus grave menace en termes de victimes. C'est-à-dire que les attentats qui sont déjoués aujourd'hui, si on met de côté la menace terroriste islamiste, qui est la plus sérieuse et la plus grave, pour ce qui concerne les politisés radicalisés, donc l'ultra-droite et l'ultra-gauche, c'est aujourd'hui ceux qui projettent le plus d'attentats violents avec des victimes humaines, c'est l'ultra-droite. De très loin, dans 9 cas sur 10. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi une atmosphère entretenue par l'ultra-gauche autour des projets de substitution, autour des contestations sur les autoroutes, autour d'ailleurs du mouvement de soutien à la Palestine, qui sont aujourd'hui une atmosphère qui est délétère, qui est révisionniste, qui participe... Là, vous parlez de l'ultra-gauche? Là, je parle de l'ultra-gauche et qui participe aussi à la déstabilisation de la République. Révisionniste parce qu'ils écrivent une histoire particulière, parce qu'ils sélectionnent des éléments de contexte du conflit international à leur profit et que ceux qu'ils souhaitent. Ultra-gauche, est-ce que vous rangez dans l'ultra-gauche LFI, la France Insoumise? Certains de ces éléments participent aux manifestations interdites. Ouais. C'est le cas pour les réserves de substitution dans les Deux-Sèvres. Participent aussi aux manifestations contre l'autoroute A69 et participent à toute une série de cortèges pro-Palestine, parfois pro-Hamas. Et donc, c'est un scandale. En tout cas, c'est certainement pas la place des députés. Et si ces manifestations sont interdites, ça veut dire que les députés, en s'y rendant, commettent, à mon avis, des infractions qui pourraient leur être reprochées. Fort heureusement, ils se réfugient derrière leur immunité parlementaire. On parlera tout à l'heure. Néanmoins, je pense que la faute morale, elle est absolument constituée. Ultra-droite, est-ce que vous faites un lien entre l'ultra-droite et le Rassemblement national? Oui, parce que, si vous voulez, le Rassemblement national, c'est la version presque publique, la vitrine de ce que pense toute une partie des gens qui sont... Vous dites quand vous écoutez... Je vais vous poser la question. Vous dites vous vous souvenez ce qu'avait dit Jacques Duclos, blanc bonnet, bonnet blanc. Est-ce que là, vous dites c'est brun bonnet, bonnet brun? On pourrait le dire, en tout cas, on pourrait le considérer. Mais qu'est-ce que vous dites, vous? Parce que moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a la vitrine policée, qui est le Rassemblement national, et puis il y a les manœuvres actives. Voilà, et les manœuvres actives, c'est l'ultra-droite. Quand vous regardez le discours porté par Marine Le Pen ou par les députés du Rassemblement national lors de la loi immigration, vous avez la version light des manifestations d'ultra-droite. Ils disent la même chose ou pas? Ils pensent la même chose. Ils disent la même chose. Et s'ils le disent pas, ils maquillent bien les propos. Mais ils disent pas la même chose. Ils se gardent bien de dire la même chose pour pas être démasqués, mais au fond, l'idée reste la même. Ici même, c'était en mai dernier,
donc ici même sur Radio G, Elisabeth Borne avait qualifié le Rassemblement national d'héritier de Pétain. Elle avait raison ou pas? C'est une réalité, je sais que c'est une réalité. Qu'est-ce qui est une réalité? Précisez les choses. C'est une réalité de dire que, pour le coup, le Rassemblement national est héritier de Pétain, en tout cas il est héritier de gens qui appartenaient à cette mouvance politique. Il s'arrange aujourd'hui pour que ça ne soit plus perçu. Il s'arrange aujourd'hui aussi pour une chose. Mais est-ce que c'est vrai? C'est ça la question. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que ça ne fait plus peur aux Français. Ça ne fait plus peur aux Français. Et c'est une condamnation qui, morale, si elle est juste, elle est malheureusement insuffisante. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ça n'est pas qu'en France. Ça n'est pas qu'en France. Parce que l'AfD est donnée très haut en Allemagne, parce que Meloni gouverne en Italie, parce que les Néerlandais ont choisi... C'est un virage de l'Europe vers l'extrême droite? C'est un virage de l'Europe vers les nationalistes, qui a déjà causé sa perte à de nombreuses reprises. C'est un virage de l'Europe, en plus, qui l'impuissante. Parce que l'Europe, elle est puissante quand elle choisit de faire un emprunt commun, quand elle choisit de faire un pacte migration qui permet le contrôle de ses frontières extérieures, quand elle choisit d'agir à l'extérieur, hors nord de ses frontières, de façon commune. On s'était quand même donné l'objectif d'avoir une diplomatie qui soit unifiée. Donc l'Europe, quand elle met en commun des compétences, elle peut se faire face à des géants que sont les États-Unis ou la Chine. Quand il y a des fragmentations nationales, comme le veut Marine Le Pen et tous ses petits amis, en fait, la France, elle est microscopique. Et ça, pour le coup, Marine Le Pen et le repli français, c'est l'impuissance de la France. Alors, l'actualité, c'est aussi les conséquences de l'assassinat. C'est Emmanuel Macron qui avait parlé l'assassinat du jeune Thomas. Est-ce que cet assassinat participe de cet ensauvagement de la société pointé dès 2020 par Gérald Darmanin? Ensauvagement de la société. Ouais, vous savez que cette idée d'ensauvagement de la société, moi je pense que ce sont des mots et que ça ne peut juste ou pas ça peut pas résumer toute la situation. En réalité, on a des actes violents qui, si on regarde les statistiques, sont en recul. Ça ne suffit pas et ça n'est pas le sentiment qu'ont nos concitoyens. Donc, voilà. Il y a la perception des choses, il y a et donc, vous avez aujourd'hui plusieurs choses. C'est que, le fait que le procureur de la République n'ait pas publié les noms, le fait que ça a donné le sentiment qu'on avait quelque chose à cacher. La justice. Il aurait fallu publier ces noms ou pas? Oui. Il aurait fallu publier les noms, raconter l'histoire d'une rixte dans lesquelles des jeunes se sont battus, dans lesquelles il y avait des jeunes de plusieurs cultures. Attendez, on va préciser quand même les choses. On va préciser les choses. Il y avait des couteaux qui n'avaient rien à faire dans cet événement et des couteaux qui ont été sortis et utilisés pour assainer un jeune. On va préciser les choses. Exact. Pourquoi les noms n'ont pas été publiés? Parce que c'était que c'est le procureur de la République à connotation. Ouais. Mais vous voyez, il faut immigrés. Oui, en tout cas, c'est des noms d'origine étrangère, mais c'était des jeunes qui étaient de nationalité française. Voilà. Et donc, je pense que la République n'a rien à cacher. Et la justice n'a rien à cacher. Donc, il faut le dire. Il faut dire les choses. Il faut le dire parce que dans les peines qui sont prononcées, si on reprend par exemple les émeutes cet été, c'est pas moi, c'est le ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il y avait beaucoup de Mathéo ou de Nathan. Voilà. Et donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la délinquance, oui, elle peut être d'origine étrangère. Oui, dans nos prisons, il y a des gens qui sont d'origine étrangère, 23% d'entre eux. Et oui, il y a des gens qui sont français, en prison, délinquants. Et donc, toute cette réalité, c'est une réalité dans notre pays que l'on décrit. On n'a pas froid aux yeux. Je pense que les juges prononcent aujourd'hui des peines qui sont beaucoup plus importantes. Les sanctions sont à 95% d'entre elles exécutées. Donc, la justice passe. Et le drame qui est odieux, qui a concerné, qui a vu la mort de ce jeune Thomas, il doit être dénoncé. Il peut être énoncé sur sa réalité, la rixte avec des couteaux utilisés par des jeunes qui n'avaient pas à en avoir, avec des prénoms à consonance étrangère, et on peut tout assumer. Et je pense que c'est notre force de pouvoir dire toutes les choses telles qu'elles existent. Mais ça n'a pas été dit. Et c'est peut-être la faute dans cette affaire. Alors justement, au passage, certains, notamment à droite et à l'extrême droite, mais pas que, reprochent au gouvernement d'avoir traité de manière différente la mort de Naël, c'était en juin dernier, et celle de Thomas, il y a 15 jours. Il a fallu attendre une semaine pour que l'Assemblée nationale observe une minute de silence pour Thomas, une minute de silence qui fut observée immédiatement pour Naël. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Est-ce qu'il y aurait deux poids, deux mesures? Est-ce qu'il y aurait les bonnes et les mauvaises victimes? Non, d'abord, on peut toujours mieux faire, mais je remarque quand même que les présidents des groupes RN ou LR qui aujourd'hui déplorent qu'on n'ait pas fait immédiatement de minute de silence pour Thomas, ne l'avaient pas demandé. Il y a eu une conférence. S'il avait demandé, il y aurait eu une conférence des présidents le mardi qui a suivi l'assassinat de Thomas. Olivier Marleix, mais Marine Le Pen, et ensuite une polémique. Donc moi je pense que ça sent à plein nez la récupération. Et franchement, faire de la récupération sur un cadavre, c'est
dégueulasse. Récupération sur cadavre. C'est dégueulasse. On va parler d'un homme qui est décédé, Gérard Collomb. Il est mort il y a une dizaine de jours. Le 3 octobre 2018, jour de son départ du ministère de l'Intérieur, il avait lâché une phrase qui avait été considérée à l'époque comme une bombe politique. Aujourd'hui, avait-il dit, on vit côte à côte, je crains que demain, on doit vivre face à face. Il avait visé alors la loi du plus fort, les narcotrafiquants, les islamistes radicaux. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Est-ce qu'on ne paye pas aujourd'hui un déni en la matière? Je crois qu'il n'y a pas de déni. Il avait raison au sens où on constate une montée du communautarisme, qui est réelle. D'ailleurs, je veux vous rappeler que nous avons adopté une loi, la loi séparatisme, qui vise à sanctionner tous ces communautarismes sur l'école à la maison, notamment, et qui fait le lit aujourd'hui de beaucoup de communautés radicales, dont l'islam radical, dont l'islam politique, pour lesquelles nous fermons des écoles à domicile. Nous avons réformé la police des cultes. Nous avons interdit le financement par l'étranger des cultes en France, et notamment tari toute l'influence culturelle turque qui finançait par là beaucoup d'associations sur ce sujet. Donc, nous, on a dénoncé, on partage le constat de Gérard Collomb et on a agi. Ça, c'est la loi séparatisme. Et par ailleurs, sur l'islam politique, les mesures qui ont été prises par Gérard Collomb très tôt et qui transposent en partie dans le droit commun les mesures antiterroristes de 2015, c'est depuis 2017 qu'elles sont votées. Et on les a pérennisées. Et puis, pour le reste, pour la criminalité organisée, je rappelle qu'on met les bouchées doubles, notamment contre le trafic de stupéfiants, qui est la pompe aspirante, qui est en fait finalement la banque de la criminalité organisée. Alors donc là-dessus, Gérard Collomb avait raison sur le constat et nous essayons de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce constat ne prospère pas. Alors, justement, l'actualité, c'est l'adoption hier, dans la nuit de vendredi à samedi, par la commission des lois que vous présidez, du texte du projet de loi de Gérald Darmanin sur l'immigration. Un texte expurgé des mesures les plus dures adoptées par le Sénat. Quel bilan vous faites du débat devant la commission des lois? Est juste de dire que vous avez voulu tenir compte des demandes de l'aile gauche de Renaissance sans trop braquer la droite pour ne pas compromettre les chances d'adoption du texte. Alors, ce qui est juste, c'est de dire que c'est le texte de l'Assemblée nationale, comme on l'a promis. Qui n'a rien à voir avec le texte du Sénat. Bon, en tout cas, qui a expurgé beaucoup de choses. Qui est assez différent de celui du Sénat. D'abord parce que ce texte est constitutionnel. Et ce texte, en grande partie... Précisez-nous les choses. Ce texte, parce que là, vous faites allusion, par exemple, à l'AME. Je donnais 3 types de mesures qui ne pouvaient pas figurer dans ce texte et qui auraient été à coup sûr censurées. Les mesures sur la question de l'AME. Ça, c'était anticonstitutionnel. Nous l'avons supprimé du texte, nous avons rétabli l'AME. Alors, AME, aide médicale d'État. C'est important parce qu'on va revenir sur un autre sujet ensuite. Ensuite, on a supprimé tout ce qui concerne la nationalité. Donc, on parlait des étrangers, on ne parlait pas de la nationalité française, de son acquisition comme de sa perte. Tout ça, ça a été supprimé du texte. Les mesures sur les mineurs, ça ne concernait pas aussi le texte. Ce que l'on veut, c'est expulser les délinquants. Et je vais y venir juste après. Donc vous dites que c'était pas constitutionnel parce que ça pouvait être considéré comme des cavaliers. Exactement. Et donc qu'est-ce que vous mettez? Alors qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait nous? D'abord, on va prendre une mesure. On a beaucoup commenté. Mais qu'est-ce qui peut être considéré comme cavalier dans le texte du Tout ce que je vous dis, tout ce que j'étais en train de vous décrire sur le statut des mineurs, sur l'acquisition ou la perte de la nationalité, sur le statut de malade ou pas malade et sur les protections sociales, sur les allocations, bref, tout ça. Donc ça aurait été censuré par le Conseil retiré du texte. Et par ailleurs, je pense que c'était superflu, inutile. C'était démontré à de nombreuses reprises par le ministre, qui aura l'occasion d'ailleurs de le dire. Jeudi prochain, le 7, donc dans 4 jours maintenant, on va étudier à l'Assemblée nationale. Donc la niche parlementaire de LR. La proposition de loi constitutionnelle. On va démontrer que cette révision de la Constitution, non seulement elle est tardive, en plus elle est inutile et en plus elle est dangereuse. Et donc une loi ordinaire comme nous le faisons aujourd'hui, c'est beaucoup plus de résultats. Alors pourquoi c'est plus de résultats? Parce que on a beaucoup parlé des travailleurs qu'on allait régulariser. Dont acte, on va le faire. Mais surtout, on va expulser 4000 étrangers délinquants. Tous ceux qui ont des casiers judiciaires aujourd'hui, qui sont protégés parce qu'ils ont un conjoint français, parce qu'ils sont rentrés avant l'âge de 13 ans. Le cas du terroriste d'Arras. Parce qu'ils avaient une présence sur le territoire national de plus de 10 ans ou plus de 20 ans. On avait aujourd'hui ce qu'on appelle des réserves, des excuses qui faisaient qu'on ne pouvait pas les expulser. La loi a été votée, l'article 9, 10 et 13 permettent ces expulsions. Si on va au bout du texte, demain, les 4000 étrangers délinquants sur notre territoire seront renvoyés dans leur pays. Alors le texte qui a été voté en commission des lois, c'est un texte de compromis ou c'est un texte de gauche? C'est un texte qui est radical. Donc radicalement radical, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est radicalement à gauche sur les mesures. Radicalement à gauche. Mais sur les mesures de régularisation, moi je l'ai toujours dit, parce que la gauche ne l'a jamais fait. Et il est radicalement à droite sur les mesures d'expulsion, parce que je vous rappelle quand même que l'on rétablit la double peine qui avait été supprimée par Nicolas Sarkozy en 2003. Donc on va plus loin que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy à l'égard des étrangers délinquants. Donc
la radicalité du texte... C'est du en même temps, alors. C'est du en même temps, mais c'est pas tout à fait du en même temps comme on connaît. D'habitude, c'est du en même temps d'équilibre où on peut nous reprocher de ne pas aller au bout des choses. Là, on va au bout de tout. Ce qui pose quelques handicaps, parce que vous avez les républicains qui nous disent vous êtes allé trop loin à gauche, et puis vous avez les socialistes ou les écologistes qui disent vous êtes allé bien trop à droite. Et alors ? Eh ben nous, on est allé là où c'est efficace. En fait, on est allé pour pas pour nous faire plaisir à nous, mais pour être utile aux Français. C'est sûr que moi, quand je vais voter appuyer sur le bouton, il y a des mesures où je me dis, comme parlementaire, c'est sûr que je les aurais peut-être pas toutes validées. Par contre, est-ce qu'elles sont utiles à mon pays ? Oui, certainement. Et donc, ma pudeur, je la mets dans ma poche. Mon ego, je le mets de côté. Et puis, je travaille. Quand on a étudié... Attendez, est-ce que ça veut dire qu'au départ, il y a des mesures qui ont été votées par la commission des lois que vous ne souhaitiez pas voir adoptées ? Il y a des mesures sur lesquelles on s'interroge. Enfin, quand je vous dis qu'on est très très dur contre les étrangers délinquants, on est très très dur contre les étrangers délinquants. Enfin, je veux dire, toutes les personnes qui sont passibles de peine de 10 ans de prison, pas qu'elles soient condamnées, passibles, voilà, ou 5 ans en récidive, elles seront expulsées. Les 4000 dont je vous parle. Enfin, je veux vous dire quand même qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre des pincettes. Aujourd'hui, dans les centres de rétention administrative, il suffit d'aller voir. On n'a que des types qui ont des casiers judiciaires. Donc, on n'est pas des tendres. Avec la loi immigration, on est plutôt des durs. Des durs. Alors, on est dur à la fois avec les délinquants et on est dur avec les patrons voyous qui exploitent les salariés. Et alors, pour qu'ils soient expulsés, il faut que les pays d'accueil les acceptent. Oui, alors, les acceptent. Et ça, on a, vous voyez que... C'est un problème diplomatique. Non, on a avancé un petit peu aussi là-dessus. Ouais. Parce qu'il y avait un article qui est un peu controversé. Parce qu'il lie un peu les mains du gouvernement sur ce sujet. C'est un article sur les laissez-passer diplomatiques. On dit, vous aurez des visas en France si vous donnez les laissez-passer diplomatiques, les laissez-passer consulaires pour réadmettre les étrangers. Ça, on l'a conservé. Voilà. Bon, c'est pas quelque chose que je trouvais qui avait sa place dans la loi, parce que je pense que pour le coup, c'est plutôt de la compétence du gouvernement. Mais c'est quelque chose auquel étaient attachés les sénateurs de droite. Et vous avez on l'a conservé. Qu'est-ce que vous parlez des sénateurs de droite, qu'est-ce que vous attendez des députés de droite, des députés les Républicains dans le cadre du débat, des débats dans l'hémicycle qui va commencer le 11 décembre. Et d'Olivier Marleix aussi. J'attends deux choses. D'abord, j'attends qu'ils soient présents. Qui ? Les députés de droite et Olivier Marleix. Ils étaient absents en commission ? 2 députés ont été présents. Lesquels ? Annie Genevard et Mansour Kamardine. 2 députés ont été présents. Mansour Kamardine qui a voté pour... Qui a voté pour le texte. Pour le texte. Hein. Pour le texte. 35 pour, 16 contre. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que j'attends qu'il soit présent. Olivier Marleix, il est venu à peine 1 heure. Et si vous prenez Olivier Marleix, Éric Ciotti et Aurélien Pradier, je crois que leur présence cumulée sur 48 heures de débat ne doit pas dépasser 2 heures. Et alors, c'est une faute ? Je veux dire, quand on a fait de l'alpha et l'oméga de sa politique, la présence ou le débat ou l'adoption ou le rejet de la loi immigration, qu'on passe à peine 2 heures cumulées à 3. Cumulées à 3 ? Ouais. Mais ça veut dire qu'ils étaient mal à l'aise avec ce texte ? Ça veut dire avec que le débat en commission, peut-être qu'il serait obligé d'admettre que ce texte n'a pas que des défauts. En tout cas, qui présente beaucoup plus de solutions que le Parti Les Républicains en a présenté jusqu'à Donc présent. Vous dites que vous voulez insinuer qu'il fuit le débat ? Je pense qu'ils peuvent en avoir peur et c'est ma deuxième... Peur de quoi ? Peur du débat. Et donc c'est ma deuxième, pourquoi ils auraient ma deuxième remarque par rapport à ce que j'attends d'eux pour la séance, leur présence, puis un peu de courage. Courage, c'est-à-dire de voter pour ? Oui, ou de s'abstenir, c'est-à-dire que quand on n'est pas capable de reconnaître parce que c'est Gérald Darmanin qui le porte ou parce que c'est Sacha Houlier qui le défend, parce que l'un est de leur ancienne famille politique et l'autre est issu du Parti Socialiste, donc ça fait pas bon genre de soutenir ou Gérald Darmanin ou moi, de prendre son courage à deux mains et de reconnaître que ce qui est proposé, c'est conforme à la réalité de notre pays, c'est conforme aux attentes des Français, et donc qui serait bien un peu courageux et téméraire de nous soutenir ou au moins de ne pas nous en empêcher. Il y a eu justement 17 députés LR qui ont lancé un appel le week-end dernier, plutôt en faveur de ce texte. Ouais. En tout cas neutre. J'étais donc ils peuvent soit voter pour, soit s'abstenir. J'ai été le premier à les saluer. Il vous manque combien de députés pour que le texte passe ? Si nous comptons tout le groupe de Lyotte, le groupe des indépendants, qui hier a voté, les 3 membres de la commission des lois ont tous voté pour. On est 250 plus 21, il manque 18 voix pour ou 36 abstentions. Voilà. Et vous pensez pouvoir les avoir ? Je le souhaite. Moi, j'ai pas de boule de cristal, vous savez. Mais après, quel pronostic vous faites ? Aujourd'hui, nous ne les avons pas. Après, le débat en commission a montré que
plus on avançait sur le débat, plus les oppositions qui sont rationnelles étaient mal à l'aise sur le fait de nous empêcher de mal à l'aise. Ça veut dire que Olivier Marleix est dans une impasse. Il va devoir accepter le projet de loi immigration à l'insu de son plein gré. En tout cas, Olivier Marleix, il est aujourd'hui confronté à une réalité qui est que le projet de loi immigration apporte plus de réponses que lui. C'est-à-dire que ça apporte davantage de propositions, d'utilité, de réponses politiques à nos concitoyens qu'une hypothétique réforme constitutionnelle. Le groupe Lyot, c'est un allié de la majorité s'agissant de ce texte qui était très opposé au projet de loi de réforme des retraites, au projet de réforme des retraites, qui avait déposé une motion de censure. En commission des lois, en tout cas, le groupe Lyot s'est comporté comme un allié de la majorité. Ouais. Il a d'ailleurs un rapport sur cette loi, et donc j'espère que ce sera aussi le cas dans l'hémicycle. En tout cas, moi je dois dire que, et on va peut-être en parler, mais que le débat a été âpre, rude, parfois empreint de coups bas, en commission. Donc j'attends rien de moins pour la séance publique, mais au moins on est allé au bout des choses et le texte a été adopté. 35 voix pour, 16 voix contre. Mais c'est en commission. C'est un sacré écart. Coup bas et incident. Un incident a été provoqué par le député LFI Ugo Bernalicis jeudi soir en commission des lois. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sanctionné par Yael Braun-Pivet. Est-ce que vous approuvez? Et à quoi joue LFI? À quoi joue ce député Bernalicis selon vous? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À 19h40 jeudi soir, Ugo Bernalicis est arrivé en commission des lois et s'est mis à vociférer debout en provoquant des troubles graves à la commission, en menaçant jusqu'à physiquement ses collègues, notamment les 2 collègues du groupe Lyot, Estelle Youssoufa et Christophe Najlen, et en injuriant les autres. Pourquoi? Parce qu'avait commencé depuis 40 minutes, dans la plus grande indifférence, un débat concurrent qui relevait de la commission des lois dans l'hémicycle et que nous n'avions pas suspendu. Un débat, pas un vote, je précise. Parce que nous avions prévu de suspendre la commission un peu plus tard, à 21h30, pour les votes, pour pas qu'il y ait 2 votes concurrents entre la séance et la commission. Et donc, M. Bernalicis, alors que rien ne l'avait choqué dans une situation quasiment similaire mardi, 2 jours avant, a décidé de hurler et d'insulter tout le monde parce que ça ne lui convenait pas. J'ai tenu les 20 minutes qui restaient pour la commission, nous avons examiné quelques amendements, mais j'ai demandé des sanctions qui ont été prononcées par Yael Braun-Pivet. La plus grosse sanction qu'elle pouvait prononcer sur le siège, c'est-à-dire immédiatement, une retenue de 25% de son indemnité parlementaire, dans l'attente, donc à titre conservatoire, dans l'attente d'une réunion du bureau de la commission de l'Assemblée nationale, qui se prononcera le 13 décembre prochain, qui peut prononcer jusqu'à une expulsion temporaire. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Moi j'attends des sanctions qui soient les plus fermes possibles. Mais ça veut dire quoi, les plus fermes? La sanction maximale, c'est quoi? C'est une exclusion temporaire de 15 jours, comme celle qui avait frappé le député de Fournas. En fait, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de vous comporter, j'entendais des collègues qui disaient des méthodes fascistes, de vous comporter en entravant la démocratie en son sein, dans son cœur. Donc, M. Bernalicis, qui a tenté d'entraver les travaux parlementaires, a commis une faute extrêmement grave. Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait personnel ou est-ce que c'est la marque de fabrique de LFI? Il y a une stratégie de la France Insoumise qui consiste à être l'opposition la plus radicale. Et pour être l'opposition la plus radicale, il faut causer le plus de troubles, le plus de désordre, se comporter le plus mal. Et donc, finalement, le meilleur tract du Rassemblement national devient la France Insoumise. Expliquez-nous ça. Vous voyez, c'est comme la mouletta. C'est-à-dire si vous êtes amateur de corrida, vous savez qu'il y a une mouletta qui agite un peu le taureau. Le taureau serait alors la majorité. Et s'agirait pour la France Insoumise d'agiter le chiffon rouge, la mouletta donc, pour que tout le monde reproche le comportement à la France Insoumise, tout le monde s'offusque à raison. Et puis finalement laisse tranquille le Rassemblement national qui n'aurait juste à agir comme spectateur de tout cela. Et c'est exactement ce que fait la France. Qui est le taureau, qui est le taureau? Et aujourd'hui, le taureau, c'est la majorité qui est obligée de dénoncer, parce que par nature, les actes inqualifiables de la France Insoumise. Et puis, se frottant les mains, le public applaudit, le Rassemblement national regarde et n'a plus qu'à attendre que les électeurs exaspérés des comportements de la France Insoumise se réfugient dans le parti de l'ordre qui serait le Rassemblement national. Alors que le Rassemblement national a toujours été le parti du désordre, parce que précisément, s'ils ne veulent ni de la loi immigration, ni des textes que nous proposons, ni des solutions que nous avons, c'est parce qu'ils se frottent les mains que les Français soient pas riches, soit en tout cas dans des situations de logement détestables,
et des problèmes d'immigration, parce que les problèmes, c'est le socle électoral du Rassemblement national. Et la Mouletta, c'est... Et la Mouletta, c'est la France insoumise. C'est la France insoumise. Texte sur l'immigration, 2-3 questions pour conclure cette partie. Est-ce que vous pensez que ce texte peut être adopté sans 49.3 ? Et s'il devait être adopté avec 49.3, est-ce que ça posera un problème ? Est-ce qu'il le peut ? Oui. Est-ce qu'il le sera ? J'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Mais vous pensez que c'est une possibilité, c'est une probabilité ? Ah, le 49.3 c'est une possibilité. C'est une possibilité. Oui. Ça vous choquerait pas, hein ? Non. Moi, parce que c'est Elisabeth Borne qui dit je veux pas de 49.3. Non, j'étais le premier à parler d'un 49.3 populaire. Alors, je réexplique, 49.3 populaire, c'est de dire, contrairement aux retraites, où effectivement l'opinion publique n'était pas favorable, c'est moins qu'on puisse dire. Là, toutes les mesures, alors prises isolément, l'expulsion des étrangers délinquants, c'est plus de 80%. La régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, c'est plus de 60%. Donc, allons en fait. Donc tout le monde est d'accord. Donc pourquoi s'opposer à quelque chose donc ça peut, tout le monde est d'accord. Ça peut arriver. 49.3. Moi, en tout cas, je l'écarte pas d'un revers de la manche. Autre question, quel geste vous pouvez adresser à l'opposition, à LR, dans l'hémicycle ? Des gestes, on en aurait adressé plusieurs, parce que on a parié d'un trait de plume tout lycéen, on a réécrit. Est-ce que le texte tel qu'il a été adopté en commission peut évoluer dans l'hémicycle ? D'abord, je note que M. Kamardine a voté. Oui. Voilà. Donc ça veut dire qu'il plaît, et il n'a pas voté abstention, il a voté pour. Donc ça veut dire qu'il plaît bien au moins à quelques républicains, que les socialistes n'étaient qu'1 sur 4 à voter en commission. Ça veut dire que certains aussi doivent se poser des questions. Peut-être nous le disent-ils aussi, on dit en off, en politique, que ce texte, il apporte des solutions. Non seulement il y a la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, l'autorisation de travail pour les demandeurs d'asile qui vont rester, les Afghans ou les Syriens, on sait bien qu'ils vont avoir la protection. Donc pourquoi on ne les autorise pas à travailler ? Ou la carte de séjour pour ceux qui dénoncent la traite humaine, les proxénètes, les marchands de sommeil. Ça aussi, c'est des avancées que n'a jamais fait la gauche. Les conséquences politiques, 49.3, ça sera un échec du gouvernement ou pas ? Non, alors moi, pour le coup, ce qui serait un échec, c'est de ne pas avoir de texte, parce que ce texte, donc, qu'il ne soit pas voté. Qu'il soit pas voté. Et donc, s'il n'est pas voté, c'est quoi ? C'est la fin ? C'est le gouvernement est renversé ? Moi, je pense qu'il n'y a rien de définitif. C'est le départ d'Elisabeth Borne ? Non. Le départ de Gérald Darmanin ? Ni l'un ni l'autre. Vous savez... Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, tout le monde veut les opposer. Ils ont en commun d'avoir beaucoup de courage depuis 18 mois pour affronter une Assemblée nationale qui beaucoup de courage pour travailler ensemble ? Aussi, mais ça, je pense que en politique, vous n'êtes pas obligé de vous entendre pour travailler. Voilà. Sinon, vous arrêtez. Et nous, la particularité qu'on a, avec tous les reproches qu'on essuie, c'est que on fait l'effort, gauche de gouvernement et droite de gouvernement, de travailler ensemble pour le succès du pays. Remaniement, il y a des rumeurs de remaniement. Vous en pensez quoi ? Il y en a depuis 18 mois, des rumeurs de remaniement. Si je devais commenter des rumeurs de remaniement, chaque fois que je vais à un micro, je devrais vous dire les pronostics que je fais. Je peux pas faire ça parce que... Et vous n'êtes pas un président de la commission des lois tristes aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que si Éric Dupond-Moretti avait été condamné par la CJR, vous auriez pu être son successeur Place Vendôme ? Sauf que moi, d'abord, j'ai toujours pensé qu'Éric Dupond-Moretti serait relaxé. D'abord parce que c'était la présomption d'innocence, et ensuite parce que les éléments du dossier me faisaient croire, à raison, qu'il serait relaxé. Et ensuite, je pense que le garde des Sceaux est un très bon garde des Sceaux. C'est-à-dire, quand vous avez aujourd'hui un budget historique du ministère de la Justice, que vous avez recruté 1500 magistrats, 1800 greffiers, que vous avez augmenté tout le personnel de la justice... Et vous dites bravo à la CJR ? Je dis que la CJR a fait son travail. Moi, vous savez... Attendez, parce que vous entendez des critiques venant de LFI, qui disent que c'est une décision politique, considèrent que le ministre de la Justice est coupable en dépit de sa relaxe, et disent il faut supprimer la CJR. Alors, il y a 5 minutes, on parlait du fait que la France Insoumise avait une politique révisionniste, en tout cas avait une démarche révisionniste. Voilà, on réécrit l'histoire. La décision de la justice ne me plaît pas, donc l'institution est dépassée, obsolète ou illégitime. Voilà. En 2018, on a proposé une révision constitutionnelle pour supprimer la CJR. On l'a proposé. Tout le monde s'y est opposé. Alors, au prétexte de l'affaire Benalla. Des Républicains ou la France Insoumise. Alors, la CJR, il faut la supprimer ou pas ? En tout cas, nous... Est-ce que vous y êtes favorable ou pas ? Moi, j'ai toujours été favorable à la suppression de la CJR, qui est une juridiction Emmanuel Macron y était favorable. Aujourd'hui, il a l'air de plus... Moi, j'ai toujours été favorable, donc je le demeure. Je constate qu'aujourd'hui, s'il faut faire une révision constitutionnelle, je ne suis pas sûr qu'on ait une majorité. En revanche, si on la propose... Pour la suppression de la CJR ou pour une révision constitutionnelle ? Pour la suppression de la CJR, si on la propose, je la voterai, comme je l'ai toujours dit et comme j'ai toujours pensé. Très rapidement, qu'est-ce qu'il faut attendre de la révision constitutionnelle annoncée, réannoncée et réannoncée par Emmanuel Macron ? Il y a au moins 3 éléments qui sont
discutés aujourd'hui dans une révision constitutionnelle et il y en a un élément qui vient d'être écarté. L'élément écarté, c'est l'élargissement du référendum au titre de l'article 11. Ce que souhaitait LR. Ce que souhaitaient les Républicains, mais encore faut-il qu'ils soient venus lorsque le président les a invités aux rencontres de Saint-Denis. Donc ça, c'est on ne peut pas demander quelque chose. De l'absence à Saint-Denis. Non, on ne peut pas demander quelque chose. Et puis, lorsqu'on travaille à sa réalisation, on dit non, nous, on se tient bien de côté parce qu'on ne veut plus travailler avec vous. Bon, ouais, donc ça n'arrivera pas. On n'a pas de majorité pour ça. 3 choses que l'on peut faire. 1, constitutionnaliser l'IVG. Protéger l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. 2, travailler au statut d'autonomie de la Corse. J'étais en Corse avec le bureau de la Commission des lois. Et puis avec Gilles Simeoni, avec Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse, pour qu'on aille au bout de cette démarche. Et puis, 3, faire le travail institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie, après l'accord de Nouméa. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres mesures, il y a d'autres réformes qui peuvent concerner l'ensemble des Français. À ce stade, les 3 seuls accords dont nous pouvons disposer concernent ces 3 questions. Moi, je veux bien avancer. Mais le nombre de parlementaires et tout ça, proportionnel. Si on prend dans le détail, la réduction du nombre de parlementaires, ça peut être fait par loi ordinaire. Moi, je reste favorable à la réduction du nombre de parlementaires. Voilà. Qui est aussi une conséquence du non-cumul des mandats. Voilà. Je donne justement, cumul ou pas cumul des mandats? Moi, je suis opposé au cumul des mandats, mais ça, c'est de façon historique. Je vous donne un exemple sur la réduction du nombre de parlementaires. En 1986, on passe de 491 députés à 577, parce qu'on fait la proportionnelle. Quand on revient au scrutin uninominal... On reste à 577. On reste à 577. Ça veut dire qu'on pourrait au moins supprimer 91 députés. On pourrait arriver à revenir à 486. Alors, oui, une autre question. Hein. On nous dit qu'il faut peut-être insuffler un nouvel élan au gouvernement à la majorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le cas? Et ça passe par quoi? Par quel changement? D'abord, vous avez observé que Elisabeth Borne a réuni toute la semaine les députés de la majorité sur le calendrier. Moi, je suis très content qu'on parle d'immigration, c'est un texte extrêmement important. Je suis très content aussi qu'on adopte ce texte, qu'on l'examine, et puis qu'on tourne la page. Et après Voilà. Parce que je pense qu'il y a 2 questions que se posent nos concitoyens. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Une question autour de la souveraineté. La souveraineté alimentaire. L'Ukraine nous a montré à quel point nous étions dépendants des autres. Et donc, il faut qu'on parvienne à faire adopter une loi d'orientation agricole, notamment pour installer les jeunes agriculteurs. C'était la promesse présidentielle. 2, pour se protéger des ingérences étrangères, de toute la désinformation. J'ai fait des propositions avec la délégation parlementaire en renseignement. Et ensuite, il faut qu'on réponde à une question qui est sous-jacente, qui est extrêmement forte dans notre pays, qui est le sentiment d'injustice dans les conditions matériel d'existence de nos concitoyens. Donc, par exemple, en commençant par la première d'entre elles, le logement. Le logement. La territorialisation de la réponse du logement. Déjà, de ne pas traiter la même chose à Paris, à Bordeaux ou à Bayonne. Parce que le prix de l'immobilier, des locations ou des achats ne sont pas les mêmes à Paris et ailleurs. Exactement, parce que même dans l'appréciation de tout, on adapte les règles au niveau local. C'est ce que propose le ministre du Logement, Patrick Vergette, qui est maire de Dunkerque et donc qui connaît bien le territoire. Donc, de ce point de vue-là, moi je dis, si les priorités sont à définir, une loi sur l'agriculture, une loi sur la protection de la France vis-à-vis des ingérences étrangères, un texte sur le logement, on a un calendrier pour le premier trimestre ou semestre 2024 qui est déjà suffisamment chargé. Et ensuite, donc, les européennes. Ensuite, les européennes. De liste aux européennes. Vous savez bien que le plus légitime pour nous, c'est Stéphane Séjourné. Ah bon? D'accord. Ensuite, c'est à lui de décider si c'est un combat politique ou institutionnel qu'il souhaite conduire. D'ailleurs, c'est élection européenne. Il y a cet accord avec l'IOT dans le cadre du projet de l'immigration. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit sur la liste avec vous, aux européennes? S'ils le veulent, ils sont bienvenus. Mais comme sont bienvenus, je crois que nous avons des discussions avec l'UDI d'Hervé Marseille et tout le monde sera bienvenu. Moi, je pense qu'on nous enterre un peu vite. Oui, parce que les sondages ne sont pas très bons pour vous. On nous enterre un peu vite. Vous êtes 10 points derrière. On est 10 points derrière le Rassemblement national. Moi, je pense que tous ceux qui n'ont pas confiance en nous seront surpris en juin. Parce que à ceux qui disent vivement juin, je pense qu'il y aura un méchant retour de bâton. Les Européens, c'est nous. Les réponses européennes, c'est nous. Le grand emprunt à la relance européenne, c'est nous. Les vaccins, c'est nous. Et le chef de campagne, la protection des frontières extérieures, c'est nous encore. Et le pacte vert que le président de la République est en train de vendre aujourd'hui à la COP28, c'est encore nous à l'Europe. Donc de ce point de vue-là, je pense que tous les populistes qui aujourd'hui battent campagne sur le rejet européen ou pire sur une campagne nationale, ils en seront pour leurs frais au mois de juin. Et le chef de campagne, ce sera Emmanuel Macron ? Évidemment, je pense que
Pourquoi le chef de campagne, c'était Emmanuel Macron? Pourquoi parce que c'est lui qui a imaginé le discours de la Sorbonne. C'est lui qui mènera la campagne, comme il avait fait avec Nathalie Loiseau. C'est lui qui a imaginé le discours de la Sorbonne. Ouais. C'est lui qui a osé la campagne. En tout cas, je pense qu'il sera impliqué, il a envie de le faire. Et puis il a envie de le faire. Je crois qu'il a envie de le faire. Oui. Donc d'être dans la campagne européenne. Je crois qu'il a envie de le faire. Ah ouais, donc c'est un scoop que nous annoncez là. Il a envie de le faire. L'actualité, Sacha Houlier, elle est dominée depuis 2 mois par la situation en Israël et à Gaza. Rupture de la trêve à Gaza, décidée par le Hamas hier ou avant-hier. Que faut-il comprendre au propos d'Emmanuel Macron, qui a prévenu hier samedi que la destruction totale du Hamas entraînerait 10 ans de guerre. C'est adressé à Israël. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des ramifications importantes du Hamas, pas seulement dans la bande de Gaza, mais partout sur les territoires palestiniens. Non, mais la question, c'est est-ce que ça veut dire que la riposte d'Israël au pogrom du 7 octobre est illégitime? Non, je pense que tout le monde a reconnu qu'Israël avait le droit de se défendre. Et ça, incontestablement, ça a été dit par la présidente de l'Assemblée en Israël, c'était dit par le président de la République lorsqu'il s'est déplacé. Là, on dirait qu'on a l'impression qu'il y a un changement de ligne. Ça veut dire que depuis le départ, et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait reproché au président de ne pas se rendre en Israël. Il ne s'était pas rendu parce qu'il avait aussi exigé et demandé à ce que des convois humanitaires soient organisés à Gaza depuis l'Égypte. Et donc, que le président... La destruction totale du Hamas, c'est l'objectif d'Israël. C'est 10 ans de guerre. Ça veut dire qu'Israël ne peut pas riposter? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il reste encore 136 otages. Ouais. Ça veut dire qu'on a constaté plusieurs décès, je crois 6, chez les otages qui étaient détenus par le Hamas. Ça veut dire que la priorité, elle est double. Libérer les otages et ensuite faire en sorte qu'on n'ait pas une catastrophe humanitaire à Gaza. On poursuit. Les massacres du 7 octobre ont été accompagnés de viols avec mutilation des parties génitales et tortures planifiées, tout ça par la direction du Hamas. Et pourtant, les associations féministes sont restées silencieuses à propos de ces viols utilisés par le Hamas comme arme de guerre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et qu'est-ce que ça dit des associations féministes? Dérive ou pas dérive? Heureusement pas toutes. Je crois que le CIDFF, la Fondation des femmes ou d'autres se sont montrés à la hauteur face à ce genre de crime contre l'humanité. Mais la Fédération des droits de l'homme a été intervenue, mais très tardivement. Tous ceux qui ont une indignation de toute façon à géométrie variable, qui ont cette indignation sélective, déshonorent en quelque part les combats qu'ils mènent. Alors des massacres, des assassinats de plus de 1200 Israéliens et étrangers, donc 40 Français, n'ont pas suffi à la France insoumise pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et dernière sortie de Mélenchon, c'était hier samedi sur France Inter. Je cite ses propos, il a affirmé que le 7 octobre, 4 casernes et une rave party ont été visés par le Hamas. Si l'on comprend bien ce que dit Mélenchon, ça veut dire qu'il considère que les 4 kibbutz, Be'eri, Kfar Aza, Nir Oz et Nahal Oz, qui ont été visés par les terroristes du Hamas, sont des casernes, que les 1200 Israéliens et étrangers massacrés lors du pogrom du 7 octobre sont ou ont été des soldats bons à tuer, que le petit Kfir Bibas, enlevé par les amis de Mélenchon du FPLP et annoncé comme mort, un bébé soldat. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ces propos sont acceptables? Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait à la France Insoumise et parmi des gens qui le soutiennent à l'ultra-gauche, une vision révisionniste. Mais là, s'agissant de 4 casernes, une rave party. On est sur cette réécriture de l'histoire qui légitime une attaque terroriste. Et c'est cette volonté, quelque part, de raconter l'histoire à la lumière des seuls éléments que eux détiennent et qu'ils acceptent comme étant de résistance, comme étant la vérité. C'est pour d'ailleurs, quand Mélenchon dit ça, pour ça que c'est grave. Ça valide ce qu'avait dit Daniel Obono, le Hamas, mouvement de pour résistance. Lequel je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur comme moi, nous avons fait un signalement au procureur de la République qui est saisi et d'où nous attendons finalement les suites pour la déclaration de Madame Mélenchon, Obono. qui parle aussi d'un massacre de masse, a comparé Gaza à Guernica et dit aussi que la reprise des bombardements israéliens à Gaza présente tous les indices d'une volonté génocidaire. Quelque part, il y a une volonté de nazification d'Israël. Ça a été le cas. Alors, il y a les propos de cet humoriste de France Inter qui sont naturellement assez révoltants sur la question de la qualification d'Israël. Et on peut être très opposé, c'est mon cas, au gouvernement de Benyamin Netanyahou, en tout cas dans la forme qu'il prenait avant le gouvernement d'union. Comme c'est le cas en Israël. Oui, dans la forme qu'il prenait avant le gouvernement d'union, avec la proposition de réforme de la justice. Mais
mais reconnaître que lorsqu'un État démocratique est attaqué par une organisation terroriste, il est normal et j'ai envie de dire nécessaire pour la communauté internationale et pour tous les démocrates de soutenir l'État démocratique et non pas l'organisation terroriste. Ça veut terroriste. dire que LFI et ses dirigeants sont devenus les idiots utiles du Hamas? Bah pas que du Hamas. Les complices? Pas que du Hamas. Le problème, c'est qu'ils sont devenus les idiots utiles de beaucoup de mouvements qui sont aujourd'hui des mouvements radicaux. Mais lesquels des organisations terroristes comme le Hamas, du Rassemblement National, parce que je vous ai dit que c'était le tract du Rassemblement National, c'est facile ensuite pour le Rassemblement National de passer pour des gens bien sous toute couture. Et donc, vous voyez bien que ce discrédit, cette révision de l'histoire, cette façon dont on tord la réalité, dont on utilise les mots, on fait dire des choses aux mots qu'on ne devrait pas, c'est devenu presque une coutume aujourd'hui de la France. Est-ce que vous faites cette analyse que l'on entend souvent de la part de politiques, de journalistes, de sociologues, de philosophes, ainsi de suite, d'intellectuels, que cette stratégie de LFI, elle a été mise en place pour des petites raisons et des calculs électoralistes, c'est-à-dire... Je l'ai déjà dit, oui. J'ai dit que la stratégie de la France Insoumise était une stratégie de calcul électoral, pensant qu'ils allaient conserver, récupérer un électorat qui est plus difficile, l'électorat des quartiers populaires. En gros, l'électorat musulman. L'électorat musulman, mais c'est faire fi quand même du fait que tous les musulmans de France ne sont pas des radicalisés. Et ne sont pas des antisémites. Ne sont pas des antisémites et que plein de musulmans de France sont choqués des propos de M. Mélenchon. Et ça, je crois que c'était un mauvais calcul. Alors après, ce que calcule aussi M. Mélenchon, c'est qu'il ne faut pas perdre cet électorat musulman parce qu'il est plus difficile à récupérer pour lui que l'électorat de la gauche qui, s'il était en situation... populaire. Mais que l'électorat de la gauche urbaine, s'il était en situation d'être le premier homme de gauche qualifié pour, en tout cas, à l'élection présidentielle de 2027, se rallierait par nécessité aussi. Donc, c'est assez triste de dire qu'on en est arrivé là à compter sa part. Vous l'avez peut-être connu au Parti Socialiste, Jean-Luc Mélenchon. Non, j'étais trop jeune. Vous êtes trop jeune. Non, mais à compter sa part communautaire et additionner ses parts communautaires pour savoir si à la fin on est élu. Encore un mot sur Jean-Luc Mélenchon, décidément. Il multiplie depuis des années, Jean-Luc Mélenchon, des tweets et des déclarations Roland nauséabond sur le CRIF, sur des personnalités d'origine juive comme Yael Braun-Pivet, comme Elisabeth Borne, et même Pierre Moscovici, c'était déjà en mars 2013. Il avait dit de lui qu'il ne pensait pas français, mais finance et international. Mélenchon, c'est quoi? C'est un antisémite à l'insu de son plein gré, ou c'est un antisémite tout court? Non, je pense que c'est pire, c'est un calculateur. C'est-à-dire avec un antisémitisme... C'est quelqu'un qui... on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Je rappelle qu'il a été très républicain, il a presque été chevènementiste sur ces questions républicaines. Et il a changé pour être parfaitement communautaire. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un calculateur, c'est quelqu'un qui va au fil de l'eau, selon ses intérêts politiques et selon ses intérêts électoraux. Je suis pas certain qu'il soit foncièrement antisémite, mais s'il tient des propos antisémites, il les tient par calcul électoral. Ce qui est pire, parce que ça veut dire qu'il en est conscient. Mais est-ce que ça veut dire qu'en tenant de tels propos, il n'y a pas que lui, vous avez Manuel Bompard, vous avez Mathilde Panot, Ercile Assoudé, Louis Goya, ainsi de suite. Je n'attribuerai pas l'intelligence de M. Mélenchon à tous ces députés. Non, mais est-ce qu'en faisant de telles déclarations, quelque part, il n'arme pas les tueurs antisémites? On a vu depuis Eliane Halimi, 12 juifs français ont été assassinés parce que les juifs. Les tueurs, je ne saurais pas le dire parce que je ne suis pas dans le secret d'enquête. Mais en tout cas, la légitimation des actes de haine antisémite que l'on constate, les tags, les injures, les menaces et toutes les vexations que subissent aujourd'hui les Juifs de France, si. Si, quoi, c'est-à-dire? Si, il les alimente. Si. Il les alimente, Mélenchon. Oui, bien sûr. De quelle manière? Parce que ces propos légitiment le fait qu'il y aura un problème avec les Juifs dans notre pays. Ça veut dire que, comme Elisabeth Borne l'a dit, LFI s'est exclu du champ républicain et Mélenchon avec? À cette occasion, oui, ça c'est sûr. Mais en dehors de ça, depuis, vous le voyez à l'Assemblée depuis des années. C'est un processus, si vous voulez. C'est qu'il y a un processus de marginalité, de mise à l'écart des règles qui sont des règles d'ordre public, des règles qui sont des règles par rapport... je vous ai beaucoup parlé de révisionnisme, des règles par rapport à la question aussi simplement de tolérance ou de respect républicain. Et quelque part, ça, c'est tout un ensemble de marqueurs, un faisceau d'indices qui fait qu'il y a une marginalité par rapport
à la République. Donc, en tant que président de la commission des lois, vous êtes un homme qui compte, une personnalité politique qui compte au niveau national et à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut durer comme ça 5 ans, ou alors à un moment donné, il faudra dissoudre? Il faudra de nouvelles élections. Pour quel résultat dans une société qui s'extrémise? Mais est-ce que ça peut durer comme ça 5 ans? Malheureusement, c'est la majorité que les Français nous ont donnée. Selon... Alors, je manie avec prudence les sondages. Mais en les observant, je remarque que le résultat ne serait pas franchement différent. Alors peut-être pour les Républicains qui perdraient beaucoup de sièges, peut-être pour le Rassemblement national qui en gagnerait quelques-uns, mais pour la majorité et pour la NUPES en perdrait aussi très probablement. Pour la majorité et pour la NUPES, ce serait quasi équivalent, et donc organiser le désordre pour un résultat identique, je ne suis pas sûr que ce soit la majorité qui est à gagner. Et vous êtes un député, un président de la commission des lois heureux? Heureux, je sais, soucieux, parce que soucieux d'abord de l'avenir du pays, et après déterminé pour que les solutions qu'on met en œuvre soient autant de réponses qui ensuite satisfont nos concitoyens. Merci en tout cas Sacha Houlier d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J, à dimanche prochain. Merci.